Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Je vais commencer très général. Sur Terre, on a énormément d'eau, mais on a donc 97% de cette eau qui est salée. Et à peu près 3/4 de ce qui nous reste d'eau douce sont sous forme de glace au niveau des pôles et dans les glaciers. Ce qui fait qu'on a très peu d'eau douce disponible de la vie sur Terre. Je voudrais profiter aussi de cette vue pour, souvent on entend parler de petits cycles de l'eau et de grands cycles de l'eau. Et moi c'est une notion qui m'agace un peu. Alors le petit cycle de l'eau, c'est de la station de pompage jusqu'à la station d'épuration. Et en fait ce que personnellement en tant que géologue j'appellerais le grand cycle de l'eau, c'est les grandes circulations d'eau à l'échelle de la planète qu'on voit ici, notamment avec les nuages. Donc on a énormément de mouvements d'eau depuis l'équateur, par exemple, jusqu'au nord. Donc ça, pour moi, c'est le grand cycle de l'eau. Et on va surtout parler du cycle de l'eau donc à l'échelle des bassins versants. Je vous présente ici une infographie qu'on va beaucoup voir dans cette présentation. C'est celle de l'USGS, qui est l'agence américaine de géologie, qui fait des infographies très bonnes. Et qui a dû refaire récemment celle sur le cycle de l'eau, pas seulement à cause de modes graphiques, mais parce qu'il n'y avait pas les activités humaines prises en compte avant. Et aujourd'hui, on mobilise tellement de ressources en eau qu'on est obligé, dans le cycle de l'eau, à l'échelle même planétaire, de prendre en compte les activités humaines. D'habitude, on présente le cycle de l'eau en partant de l'océan, donc on a énormément de précipitations dans les océans qui nous forment les nuages, et la plupart retombent dans l'océan. Mais heureusement, donc une partie nous arrive sur les continents, une grosse partie est stockée en forme de calotte, de glace. Nous, évidemment, on n'est pas concernés ici, on a un petit bassin versant qui ne va pas jusqu'à la montagne. Quand une goutte d'eau arrive à la surface, elle a trois possibilités. Soit elle va ruisseler, rejoindre une rivière et éventuellement la mer, soit elle va être évapotranspirée, soit elle va s'infiltrer et éventuellement rejoindre les nappes d'eau souterraines. Donc on va voir ces trois processus. Donc le premier, le ruissellement. Si on considérait que toute la surface, par exemple, était imperméable, on aurait nos gouttes d'eau qui arrivent et puis qui suivent la topographie, la plus grande pente, pour ensuite aller former des cours d'eau. Si on suit la plus grande pente, on a tous nos cours d'eau qui se rejoignent et qui arrivent à un exutoire jusqu'à la mer. Ça nous définit donc ces territoires qu'on appelle les bassins versants. C'est basé uniquement sur le relief, sur la topographie. La carte que je vous présente là, c'est le bassin versant de la Sèvre niortaise, donc le pointillé noir. Et l'échelle de couleur, c'est la topographie, c'est le relief. Et donc on part du blanc vers le marron, le jaune, le vert et le bleu. Et donc les bassins versants, ils sont délimités par les lignes de crête, les lignes de partage des eaux. Donc si une goutte d'eau tombe de ce côté-là, elle rejoint la Loire, tandis que de ce côté-là, elle va finir dans la baie de l'Aiguillon. À chaque endroit d'un bassin versant, on peut définir des sous-bassins versants. Donc ici, j'ai tracé le sous-bassin de la Vendée, dans lequel on se trouve, et le sous-bassin des Autizes, dont on va beaucoup parler ce soir. Dans ce processus de ruissellement donc, qui amène au cours d'eau, on mesure le débit des cours d'eau avec des débitmètres, et on en a notamment un à Saint-Hilaire sur l'Autise. Donc on peut tracer des chroniques, c'est les valeurs qui s'enchaînent dans le temps. Et donc on voit ça, normalement, ici tout le monde est au courant de ça, on a les rivières qui ont des plus forts débits en automne et en hiver, quand on a les plus grosses pluies. Au printemps, ça diminue, et à l'été, voire désormais jusqu'à l'automne, on a une saison qu'on appelle l'étiage, avec un débit minimum, un très faible débit dans les cours d'eau. Le deuxième processus qui peut arriver à notre goutte d'eau, c'est qu'elle soit évaporée ou transpirée. Donc on combine les deux processus, ils sont assez difficiles parfois à distinguer. Donc l'évaporation, c'est quand on a des surfaces d'eau libre, et la transpiration, c'est principalement la végétation. Évidemment que les animaux transpirent aussi, mais en termes de biomasse, la végétation est bien plus importante. Et on perd, si on peut dire comme ça, énormément d'eau douce dans les bassins versants. C'est quelque chose qui est très dur à quantifier, l'évaporation et surtout la transpiration. Et donc de plus en plus, on a des chercheurs qui se mobilisent là-dessus. Et si on fait le bilan précipitation moins évaporation, on a ce qu'on appelle, selon les jargons, l'eau renouvelable ou l'eau disponible. Et ça, c'est l'eau qu'on a effectivement à notre disposition. Régulièrement, on entend dire il pleut 200 milliards de mètres cubes en France, donc on devrait pouvoir se servir de ces 200 milliards de mètres cubes. Ben non, puisqu'on en a, d'après le ministère de la Transition écologique, on en a plus de la moitié qui repart en évapotranspiration. Dans les 20 dernières années, enfin sur 20 ans, entre 90-2000 et 2000-2018,
on a perdu 14% de cette eau disponible. Ça, c'est dû au fait que les précipitations sont restées à peu près constantes, mais la température a déjà commencé à augmenter à peu près depuis le milieu des années 80, et donc ça accélère le processus d'évaporation et de transpiration. Troisième chose qui peut arriver à notre goutte d'eau, et c'est là-dessus que je vais beaucoup insister, c'est de s'infiltrer et éventuellement de rejoindre les nappes d'eau souterraines. Donc pour qu'une goutte d'eau puisse rejoindre nos nappes d'eau, il faut déjà réussir à saturer la couche de sol. Quand le sol est sec, l'eau ne va pas aller s'infiltrer directement et rejoindre la nappe. Il faut d'abord vraiment remplir d'eau toute la couche de sol avant que la gravité gagne et que notre eau puisse aller rejoindre l'aquifère. Sur ce schéma, ils ont mis plusieurs couches de roches donc, avec de l'eau à l'intérieur, donc c'est ça les aquifères avec les nappes, et des couches imperméables entre les deux. Et donc on peut empiler comme ça plusieurs nappes les unes sur les autres. Ce qu'il faut noter aussi dans ce schéma, c'est que comme on a de l'écoulement à la surface, on a des écoulements souterrains qui suivent aussi en général la gravité, mais qui peuvent aussi rejoindre les rivières. Alors j'ai utilisé le terme d'aquifère. Un aquifère, c'est un réservoir, c'est une couche de roche poreuse et perméable. Poreuse, ça veut dire qu'elle a des trous, et perméable, ça veut dire que les trous communiquent entre eux. En général, c'est plutôt des réseaux de fractures, des petites fissures, des pores millimétriques ou submillimétriques. Sur ces photos, je vous ai mis un exemple du Dogger, qui ici est l'aquifère qu'on a directement sous nos pieds. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut avoir vraiment des variations entre la porosité et la perméabilité. Donc on peut avoir des pores très très grands et puis on peut avoir des pores vraiment très petits. Et on peut avoir plus ou moins de connexion entre ces pores, donc plus ou moins l'eau peut circuler plus ou moins vite, ce qui va donner des capacités différentes à nos aquifères. Et la nappe d'eau, c'est vraiment l'eau sous forme liquide, on appelle ça l'eau libre, qui se trouve dans ces roches. La nappe, c'est le contenu et l'aquifère, c'est le contenant. Et les nappes d'eau, on les mesure, on les surveille grâce à des piézomètres. Donc un piézomètre, c'est un forage qui est équipé d'une sonde qui mesure la quantité d'eau qu'elle a au-dessus d'elle. Donc, comme pour les débits, on peut tracer des chroniques piézométriques et on suit l'évolution de la nappe au fil du temps. Donc ici, j'ai mis quelques années. Et on remarque, comme pour les rivières, quelque chose de cyclique. On a toujours une recharge de l'aquifère qui se fait systématiquement en automne et en hiver, parce qu'il faut que les pluies soient plus importantes que l'évapotranspiration. Donc en automne et en hiver, les pluies sont plus importantes, il fait froid, donc il y a moins d'évaporation, et la végétation est en dormance, donc moins de transpiration. On atteint un niveau maximum, et ensuite au printemps, on a une lente décharge qui arrive avec la diminution des pluies, l'augmentation de la température et surtout le réveil de la végétation. Et puis vers le mois de juin-juillet arrive une chute drastique, donc typiquement ici, c'est quand la saison d'irrigation commence. Et avant qu'on atteigne un niveau minimum, c'est aussi cette période, on l'appelle aussi l'étiage, cette période de niveau minimum. Donc dans la région, on a 5 couches géologiques vraiment superposées les unes sur les autres qui ont des propriétés hydrogéologiques différentes. On a ce qu'on appelle le socle, donc on est ici sur des roches métamorphiques ou des granites, donc des roches très compactes qui peuvent contenir de l'eau, mais bon, par rapport à vraiment où on est aujourd'hui, on va considérer que cette couche-là est imperméable. Par-dessus, on trouve l'aquifère qu'on appelle l'infratoircien et qui est du calcaire qui est karstifié, c'est-à-dire qu'on va pouvoir y trouver des petites cavités. D'après le club de spéléologie en Vendée, il n'y a pas de cavité pour aller faire de la spéléo. On va avoir beaucoup de pores, c'est un aquifère qui peut contenir pas mal d'eau. On l'appelle l'infratoircien parce qu'il se trouve sous la couche du toarcien, donc là on n'a pas été très originaux. Le toarcien, c'est une couche imperméable. Et au-dessus de ce toarcien, on trouve le fameux Dogger. Donc ça, c'est l'aquifère principal ici dans la région. Et par-dessus ces empilements de couches calcaires, on va trouver possiblement une couche d'argile. Et cette couche d'argile, elle est elle-même imperméable. Et donc c'est soit l'argile, le brie au fond des marais, soit de l'argile un petit peu plus ancien. C'est pour ça qu'il y a deux couleurs ici. Donc vraiment, il faut imaginer que là, on a cet empilement des couches les unes sur les autres. Donc ça, c'est la carte géologique simplifiée des bassins de la Vendée et des Autises. Et donc, on retrouve au nord le socle, donc nos roches métamorphiques très dures. Des endroits où on a l'infratoircien qui affleure, ce Dogger ici, qui est notre nappe principale,
et puis l'argile du marais. On a ces couches qui sont empilées. Je vous rappelle qu'on a un relief plus important au nord qu'au sud, et on a la couche du bas qui se retrouve au nord à l'altitude la plus élevée. Ça, c'est parce que nos couches, elles sont penchées et que l'érosion les a retaillées et fait aujourd'hui apparaître, donc typiquement l'infratoarcien et notre socle à la surface. Donc là, c'est une coupe géologique qui se situe un peu à l'extérieur de la zone que j'ai présentée précédemment et qui part donc du socle pour traverser le Dogger et arriver jusqu'au marais. Alors, on a des relations entre les nappes et les rivières, et alors particulièrement ici, on a vraiment, les deux sont très très connectés. Et tout ça est contrôlé par la géologie. Dans la zone du nord, dans la zone du socle, on a principalement du ruissellement, puisque c'est une couche qu'on va considérer, nous, imperméable. Et donc, on a beaucoup de petits cours d'eau, on appelle ça le chevelu, qui y circulent. Quand on arrive plus au sud, on arrive dans ce que j'ai appelé ici la plaine sédimentaire aquifère, et on voit dans cet espace ici qu'on n'a quasiment pas de cours d'eau, on en a très très peu. Et ça, c'est parce que l'eau va s'infiltrer très rapidement, parce qu'en plus les sols ici sont peu épais, donc on n'a pas de mal à saturer la couche de sol pour infiltrer. Et donc très peu d'écoulement à la surface, mais beaucoup d'écoulement en souterrain. Et puis ensuite, on arrive sur le marais avec notre couche imperméable, on repasse dans une zone de ruissellement et on revoit apparaître beaucoup de canaux ici. Ces canaux, ils démarrent au contact entre notre couche du Dogger et le bris du marais. Et c'est la nappe du Dogger qui vient se vider parce que la nappe rejoint la surface. Et donc c'est elle qui alimente en grande partie les canaux du marais poitevin. Donc justement, cette relation entre les nappes et les rivières, elle peut aller dans les deux sens. Quand on a une source, par exemple, c'est qu'on a la nappe, ici vous voyez la limite de la nappe, qui vient recouper la surface de la terre. On peut avoir aussi des alimentations de la rivière par notre nappe, si la nappe est plus haute que notre rivière. Et puis on a des endroits où la rivière va venir alimenter la nappe. Et donc là, vous voyez que la nappe, elle est bien plus basse que la rivière, et la rivière, elle va s'infiltrer et elle va venir recharger la nappe. Ici, c'est sur deux endroits différents sur ce schéma, mais on peut avoir ces deux phénomènes qui s'enchaînent dans le temps, entre, par exemple, les pluies d'automne, la nappe est basse, il va pleuvoir beaucoup, l'eau va ruisseler, arriver dans les rivières, et là, les rivières vont recharger la nappe. Et à l'inverse, en été, pendant l'étiage, si notre nappe est restée assez haute, alors c'est elle qui va alimenter la rivière et qui va soutenir l'étiage. Et comme il pleut beaucoup moins en été, en fait, si on a encore de l'eau dans les rivières, c'est grâce au soutien d'étiage par les nappes. Alors, on va boucler ce cycle de l'eau avant de passer à la partie sur les bassines. On entend souvent dire que l'eau qui part à la mer est perdue. Alors, évidemment, moi, je ne pense pas que l'eau qui part à la mer est perdue. Ceci pour au moins deux raisons. L'eau douce, chargée en nutriments et en sédiments qui arrive sur le littoral, elle permet notamment de nourrir les écosystèmes littoraux, qui ont besoin de ces apports d'eau douce, qui ont besoin de ces apports de nutriments. Et donc typiquement ici, dans la baie de l'Aiguillon, on a pas mal de mytiliculture, il me semble. Et donc ces moules ont besoin d'avoir ces apports d'eau douce, mais de ne pas les avoir trop rapidement non plus. Et l'autre raison qui est vraiment purement hydrologique, c'est que en fait, les rivières, quand elles arrivent dans la mer, elles exercent une pression sur l'eau salée. Et je vous rappelle, on a ces écoulements aussi dans les aquifères, et donc on a des écoulements de la nappe vers la mer. Si on n'a plus cette eau douce qui vient faire pression sur l'eau de mer, alors on peut avoir l'eau de mer qui rentre dans les terres, soit à la surface, donc ça arrive à chaque battement de marée, hein, on a la limite entre les eaux salées et douces qui va circuler dans les estuaires, mais c'est possible que l'eau salée remonte bien plus loin, et ça peut arriver dans les aquifères. Si la nappe elle descend sous le niveau marin, eh ben, c'est la mer qui va rentrer dans l'aquifère. Et c'est ce qui s'est passé dans la région, mais dans l'ensemble du bassin versant dans les années 90. Donc ici, vous avez la chronique du piézomètre de Luçon. Et vous voyez que dans les années 90, mais alors même jusqu'au milieu des années 2010, en fait, on avait régulièrement le niveau de la nappe qui passait sous le niveau marin. Donc il y a eu ce qu'on appelle des incursions marines. L'eau de mer est rentrée dans la nappe d'eau douce. Et dans le bas du marais, en tout cas, on a commencé
arroser les cultures avec de l'eau saumâtre, ce qui a grillé bien évidemment les cultures. Fin 90, on prend conscience de ce problème et arrivent des règles de gestion, notamment les premières règles de gestion volumétrique, donc les premiers volumes autorisés par exploitation pour essayer de réguler les prélèvements d'eau dans les nappes. On avait aussi le même processus qui se passait ici au niveau de l'alimentation des sources du Marais, à savoir que la nappe devenait trop basse et que donc la Sèvre remontait dans l'Autise pour venir alimenter la nappe du Dogger qui était trop basse. Donc les rivières se mettaient à couler à l'envers. Et donc c'est notamment pour éviter ces phénomènes-là qu'ont été mises en place les bassines. Sur cette carte, vous avez 23 des 25 bassines qui sont en gestion collective sur les bassins des Autises, de la Vendée et du Lay. Donc il en manque 2 du Lay qui sont un peu plus à l'ouest. On a aussi, qui n'apparaissent pas sur cette carte, on a quelques bassines privées en plus, c'est-à-dire des bassines qui ne sont pas en processus de gestion collective, sont rattachées à une seule exploitation. Celles-ci ne sont pas répertoriées, donc elles sont un peu dures à inventorier. Les bassines, avant tout, faut savoir qu'elles ne sont pas placées n'importe où. Elles sont systématiquement, ou presque, sur les plaines sédimentaires où on a un aquifère. On les trouve là où on a des réserves d'eau souterraines, déjà, et où cette eau est facile d'accès. Le but de la soirée, c'est un peu de voir quel est l'effet des bassines, puisque ici, ça fait presque 20 ans qu'il y a eu la première en gestion collective. Enfin, quand je dis ici, c'est dans l'ensemble de ces bassins versants. Et donc, on a du recul et on peut voir à peu près est-ce que le système bassine fonctionne ou pas. Une des raisons pour lesquelles elles ont été construites aussi, c'est parce que, notamment au niveau de directives européennes, la France est sommée de retrouver le bon état de ses masses d'eau. Le bon état d'une rivière, globalement, c'est qu'elle coule en été, même avec un petit filet, mais qu'au moins les espèces, les milieux aquatiques puissent survivre. Donc, déjà, quel résultat sur les cours d'eau? C'est pas facile à dire, puisque ce qui aurait été bien, quand on a commencé ces projets, donc le plus vieux projet, c'est sur les Autises, et on n'a pas de station de débitmètre. On n'a que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est au nord, qui est en amont des bassines. Donc, bon, ça aurait été bien de mettre un débitmètre sur l'Autise, en aval, pour voir si on avait un meilleur étiage, et pour voir si on n'avait pas écrêté les crues, c'est-à-dire fait diminuer le niveau des rivières en hiver pendant le remplissage des bassines. Donc ça, je ne peux pas vous le dire, on n'a pas de données avant-après, c'est bien dommage. On a depuis 2011 une station onde ici. Alors une station onde, c'est un peu un grand mot pour dire c'est un endroit où on a quelqu'un qui vient d'avril à septembre, au moins une fois par mois, constater comment est l'écoulement dans la rivière. Et cette personne, elle classe en 4 catégories. Soit l'écoulement est satisfaisant, soit on a un écoulement qui est visible mais qui est faible, soit on a ce qui s'appelle un écoulement non visible. Ça veut dire qu'en fait, on a de l'eau au fond du lit de la rivière, mais cette eau ne s'écoule pas. Soit on est à sec, et dans ce cas, ça veut dire qu'on n'a même pas d'eau au fond de la rivière. Juste pour vous donner un ordre d'idée, on est sur la même chronique, et donc les couleurs des points correspondent au code couleur que j'ai écrit ici. Sur les Autises, les premières bassines, c'est 2006. Donc on n'a pas les données avant, c'est bien dommage. Mais ce qu'on peut voir, c'est que l'Autise, vous voyez ici, on a tous les étés beaucoup de points rouges. Donc on a des assecs qui durent dans le temps, qui durent au-delà des campagnes ondes, c'est-à-dire qui peuvent durer jusqu'à au-delà du mois de novembre. Alors, à ça, l'Agence de l'eau, qui a financé une partie des bassines, répond que l'Autise est naturellement à sec. Bon, alors, personne n'a de données, ni de mon côté, ni du leur, pour dire oui ou non. Mais moi, les témoignages des anciens que j'ai, c'est que, oui, l'Autise, il lui arrivait d'être à sec, un petit peu, de temps en temps, et puis sur des distances pas très longues. Là, on est sur des mois d'à sec et sur plusieurs kilomètres. Ce serait sympathique de demander leurs données, par exemple, à la Fédération de pêche, qui, elle, fait le même travail, mais sur l'ensemble des linéaires. Et vous verriez qu'on a vraiment des assecs très, très importants, bien plus que ce qu'il y avait avant le développement de l'irrigation. Donc, on peut déjà dire, bon, ça ne marche pas très, très bien pour remettre les rivières à flot. Maintenant, quel résultat sur les nappes d'eau souterraines, puisque c'est là qu'est prélevée la plupart des volumes au printemps-été.
Donc, je vous ai mis deux exemples de piézomètres, celui de Luçon qu'on a déjà vu, et ici, celui du Grand Naty qui est à Oulme, qui est vraiment au cœur d'un cluster de bassines dans les Autises. Ce qu'on peut constater sur ces deux chroniques, c'est qu'on a les niveaux minimums qui remontent globalement depuis les années 90. On voit une tendance à ce que les niveaux remontent sur ces deux piézomètres. On peut voir un petit peu des à-coups. On voit que le Grand Naty, à partir de 2000 déjà, on ne descend plus vraiment son niveau marin, les bassines ne sont pas encore là. Et on voit qu'en 2006, on a une remontée du niveau minimum. Et Luçon, les bassines arrivent un petit peu plus tard, et on n'a pas de seuil de coupure avant, et, enfin en tout cas pas au niveau zéro. Et donc on a aussi cette remontée du niveau minimum. La question, c'est de savoir à quoi est due cette remontée. C'est plein d'hypothèses, ça peut être très discuté. J'ai essayé de voir sous l'influence de quelle bassine chaque piézomètre pouvait être. Donc par exemple, Luçon, je lui ai mis que ces trois bassines-là. Touvent, je lui ai mis ces trois-là. Le Grand Naty, on en a 8, puisque du coup, celle-ci qui est en aval, même si elle prélève dans la rivière, elle va influencer la nappe en aval au niveau du Grand Naty. Donc ce que je vous affiche ici en complément de la chronique piézométrique au Grand Naty, c'est le volume de l'ensemble de ces bassines avec leur date d'apparition. Sur ce graphique ici, c'est le volume stockable en bassine et à quelle période arrive la bassine. Alors, on en a une première tranche qui arrive donc en 2006, et puis après, vous voyez qu'on a des arrivées progressives jusqu'en 2012 de bassines dans ce territoire. Donc, l'Agence de l'eau et Antea, qui est un bureau d'études qui a été chargé de faire un bilan justement de l'effet des bassines dans les autismes, qui est sorti en 2020, disent eh bien, on a une corrélation entre l'apparition des bassines en 2006 et la remontée des niveaux piézométriques. Donc, on a un effet mécanique des bassines. C'est ça qui fait que les niveaux minimums remontent. Or, l'ENS, l'École normale supérieure, a fait l'année dernière une étude en disant que, en même temps que l'apparition des bassines, était arrivée puis remontée à un seuil de coupure. C'est-à-dire, quand le piézomètre arrive à cette élévation-là, on interdit la plupart des prélèvements. C'est là où vous n'avez plus le droit d'arroser les potagers, de laver vos voitures, etc. Évidemment, quand même, l'eau potable reste prélevée et l'abreuvement des animaux aussi. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a ce seuil qui remonte la même année où on a une remontée brusque du niveau minimum, et ensuite il reste à 2,50 m d'élévation depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on voit, c'est que les niveaux minimums, ils sont vraiment limités par ce seuil de coupure. Et c'est assez logique, en fait. Là, on a un effet mécanique. Quand le piézomètre arrive ici, on arrête tous les prélèvements liés à l'irrigation, on arrête beaucoup de prélèvements liés à l'arrosage des golfs, au remplissage des piscines, etc. Donc évidemment, la nappe va avoir tendance à ne pas dépasser cette valeur. Donc l'étude de l'ENS dit on ne peut pas décorréler qu'est-ce qu'est l'effet des bassines, qu'est-ce qu'est l'effet de la remontée de ce seuil de coupure. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le seuil de coupure, lui, son arrivée est brutale. Il arrive en 2007-2008, et ce qu'on voit, c'est que le niveau minimum après la remontée de ce seuil de coupure, le niveau minimum dans le piézomètre, il n'évolue pas. Il reste à peu près au même niveau. Or, les bassines, on en a la moitié, à peu près 1,5 million de mètres cubes, qui arrivent en même temps que ce premier seuil. Mais après, on double le volume de bassines sur, je crois, 7 ans. Et on devrait, du coup, s'il y avait un effet mécanique des bassines sur le niveau minimum de la nappe, alors on devrait avoir une remontée progressive du niveau minimum pendant ces années, et que les années actuelles soient moins basses que les premières années de bassines, ce qui n'est pas le cas. Donc, ma conclusion personnelle, c'est de dire que c'est plutôt l'effet du seuil de coupure qui permet de ne pas faire descendre les niveaux minimums trop bas, plutôt que l'effet mécanique des bassines. On peut montrer les données d'une autre manière pour essayer d'y voir autre chose. Sur ce graphique, c'est la même chronique piézométrique ici, mais ce graphique il va du 1er janvier au 31 décembre, et vous avez chaque ligne représente une année. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des périodes où nos lignes sont très resserrées, donc on a notre nappe qui réagit généralement de la même manière, et donc notamment au niveau de cette décharge lente au printemps.
Mais on a des endroits où on a beaucoup plus de dispersion, donc notamment au niveau du niveau minimum, on s'en doute un petit peu, et puis de la recharge de la nappe. L'autre avantage de montrer les données sous cet aspect-là, c'est qu'on peut en faire un peu une étude statistique. Donc là, j'ai lissé les courbes pour les rendre un peu plus lisibles. La courbe épaisse au milieu, c'est la moyenne. La moyenne, il faut toujours la prendre un petit peu avec du recul. On peut faire la comparaison avec une classe. Si la moyenne de la classe, c'est 10, ça ne veut pas dire que la classe est moyenne. Ça peut être, on peut avoir la moitié des élèves à 20 et l'autre à 0. Donc il faut vraiment garder cette manière de percevoir la moyenne. Justement, donc, je vous ai dit, il y a une grande dispersion. Et là, je reprends la méthodologie de l'étude de l'ENS. Et du coup, j'ai séparé les années entre avant 2006 en bleu, donc avant l'apparition des bassines. J'ai enlevé les années entre 2006 et 2011 parce que justement, on a cette apparition progressive des bassines. Et je n'ai gardé ensuite que celles après 2011. Après 2011, elles sont affichées en orange et avant 2006 en bleu. Et on voit qu'on a vraiment deux groupes de courbes très distincts. Donc on a nos niveaux qui descendaient à des niveaux catastrophiquement bas avant, qui descendent beaucoup moins après. Ce qu'on voit aussi, c'est que ce plat, en fait, l'étiage, dure beaucoup plus longtemps, en général, dans les courbes oranges et peut se maintenir jusqu'au mois de décembre. Et donc si on fait la moyenne de ces deux groupes d'années, on peut voir qu'on a un léger retard de la nappe. Alors c'est plus flagrant sur l'étude de l'ENS qui s'est faite l'année dernière, parce qu'on n'avait pas encore l'année historique 2023, mais évidemment moi j'ai pris l'année historique 2023, historique au sens historiquement humide. Et donc on voit qu'on a un léger retard de la nappe, et surtout on voit qu'on a un ralentissement ici de cette recharge très bien marqué en novembre-décembre. Ce que j'ai mis en gris au fond, c'est la période de remplissage des bassines. Donc on a un petit retard de la nappe qui est corrélé en tout cas au remplissage des bassines. Je me permets de vous montrer un autre piézomètre, c'est celui de Nallier, son petit nom c'est le Grand Crochet, et il est juste à côté de la bassine de Nallier. Pour lui, dans son volume d'eau stockée, j'ai compté que la bassine de Nallier, mais en vrai j'aurais pu prendre ces quatre-là autour. Le Grand Crochet, on voit, alors là, lui, il descendait à des niveaux catastrophiques, moins 10 mètres. Il remonte encore dans la fin des années 90-2000. Et puis, quand la bassine de Nallier arrive, on a une légère remontée, mais on a aussi, dans d'autres piézomètres, des histoires de seuil de coupure qui remontent à la même période. Donc, j'ai repris la même méthodologie pour les graphiques. J'ai juste mis deux indicateurs différents. Ici, j'ai mis la moyenne, ici, j'ai mis la médiane. On voit à peu près les mêmes choses. Ça nous montre que c'est une analyse un peu robuste quand même. Et celui-ci, donc, il se trouve vraiment au centre des forages de remplissage d'une bassine. Ce qu'on voit, c'est que, alors, ok, on a nos niveaux minimums qui ont remonté, mais on a un vrai coup de frein, voire une décharge de la nappe, quel que soit l'indicateur statistique que j'utilise, dans les premiers mois de la période de remplissage. Et globalement, on a un retard de la recharge de la nappe et un écrêtage de la crue, c'est-à-dire que le niveau maximum, lui, il est plus atteint après la bassine par rapport au niveau qui était atteint avant. Et ça, on le retrouve dans plus de la moitié des piézomètres du secteur. Ce gain de niveau minimum, si jamais il était lié aux bassines, est au prix d'un impact sur la recharge de la nappe. Et ça, c'est une des conclusions donc, de l'étude de l'ENS. Moi, j'ai juste regardé ce que ça donnait sur d'autres piézomètres de la région et on retrouve ce même impact sur l'ensemble des piézomètres. Alors, on ne retrouve pas forcément un retard comme ça, mais ce palier-là, ce coup de frein dans la recharge, au moment du démarrage, on le retrouve systématiquement. Les bassines, elles ont des règles pour être remplies. On ne peut pas les remplir n'importe quand, n'importe comment. On peut les remplir que du 1er novembre au 31 mars. Et elles sont, leur remplissage est gouverné par des seuils de remplissage et par des piézomètres indicateurs. L'ensemble de ces bassines ici, donc les petits traits entre les bassines et les piézomètres, sont là pour indiquer quel piézomètre est l'indicateur de quelle bassine. Le Grand Nati, ce piézomètre-là, il est indicateur pour ces 7 bassines. Donc tant que la nappe n'a pas atteint un certain niveau, on n'a pas le droit, même si on est dans la période de remplissage, on n'a pas le droit de remplir la bassine. Donc je vous remets ici la chronique piézométrique du 1er janvier au 31 décembre. La moyenne est en noir et je vais vous introduire une autre petite notion statistique ici, c'est la plage quinquennale.
La quinquennale, c'est un outil statistique et c'est une année sur 5. On va avoir une année plus sèche que les autres et on a de fortes probabilités qu'elle se situe en bas de cette plage marron-là. Et à l'inverse, on a une année sur 5 qui va être une année humide et elle va se situer à peu près dans le haut de l'enveloppe. Encore une fois, c'est une approche statistique. 2023, elle a explosé les records. Donc si on regarde ce que donnent les valeurs de seuil de remplissage, pour ce piézomètre-là, du 1er novembre jusqu'au 29 février, on est à une hauteur de 4 mètres et ensuite on passe à 4,60 m pour le mois de mars. Ce qu'on voit ici, c'est que les seuils de remplissage, ils sont systématiquement sous la moyenne. On a 152 jours possibles de remplissage, on en a 128 sous la quinquennale sèche et on en a 84 sous les minimums historiques. Il faut entre 55 et 75 jours pour remplir les bassines dans la région. Donc en fait, on peut être en sécheresse historique et remplir les bassines. Donc ces seuils de remplissage, ils sont plutôt là pour garantir le remplissage, plutôt que garantir le bon état des masses d'eau, le bon état des nappes. Ces seuils de remplissage trop bas, on le retrouve systématiquement. Ici, on a quand même le piézomètre de Luçon, où les premiers mois, on est au-dessus de la moyenne. Mais sinon, on est systématiquement sous la moyenne. On passe toujours sous la quinquennale sèche. Et sur cela, on passe heureusement pas sous les minimums historiques. Il faut savoir quand même que ce qu'on nous vend en général, en tout cas ce qu'on nous dit médiatiquement, c'est que les bassines prélèvent de l'eau excédentaire. Alors déjà, moi je ne sais pas trop ce que c'est, à part les inondations qu'on a en ce moment, enfin pas ici mais ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est que de l'eau excédentaire, surtout quand on a un marais en fond de vallée, et que ce marais a besoin de crues. Mais bon, si j'imagine ce que ça peut être de l'eau excédentaire, pour moi, c'est de l'eau qui est au-dessus de la quinquennale humide. Et c'est de l'eau qui est là une fois que la nappe est rechargée et que le cours d'eau a un bon débit. Or là, ce n'est pas du tout ce que les seuils de remplissage permettent. Je vais vous le montrer d'une autre manière. Je vais reprendre la station onde, ici, que je vous ai montré tout à l'heure, et je vais l'associer aux données piézométriques au Grand Nati. Donc sur ce graphique-là, ce qui va être sur l'axe vertical, c'est le niveau piézométrique. Et nos 4 catégories, visibles, visibles faibles, non visibles et à sec, je vais les afficher dans des genres de colonnes. Là, c'est ce qu'on appelle des boîtes à moustaches. C'est pour pouvoir condenser, parce que tous les points, sinon, se retrouvent sur la même ligne et puis on ne voit plus rien. Dans ces boîtes, ici, vous avez les 3/4 des observations de l'écoulement visible. Les moustaches, là, c'est les valeurs exceptionnelles. Et la ligne au milieu, elle représente la médiane. Ça veut dire qu'au-dessus de cette ligne, vous avez 50% des valeurs, et en dessous, vous en avez 50% aussi. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une très bonne corrélation entre la piézométrie et l'écoulement dans la rivière. Ce qui est assez logique, puisqu'on a des gouffres, on a des résurgences, on a énormément de relations entre les nappes et les rivières dans la région. Pour aider à interpréter, quand on est à un niveau de la nappe à 5 mètres, on se retrouve dans cette boîte ici, on peut se dire qu'on a un écoulement dans l'Autise au niveau de Saint-Pierre-le-Vieux. Si on est à un niveau de 3 mètres ici, on sait qu'on n'aura pas d'écoulement dans l'Autise à Saint-Pierre-le-Vieux. Donc maintenant, si je vous remets les seuils de remplissage, et je vous rappelle que pendant 4 mois, on reste à 4 mètres. Cette valeur à 4 mètres, elle correspond au mieux à un fond d'eau dans la rivière mais qui ne s'écoule pas, voire à un à sec. Donc en fait, la valeur du seuil de remplissage permet aux bassines d'être remplies quand la rivière est encore à sec. Alors on peut le regarder aussi avec la seule station de débit qu'on a dans ce bassin versant, donc qui est malheureusement en amont, mais encore une fois, on sait qu'on a des relations énormes entre cette rivière et la nappe sous-jacente. Donc ici, j'ai mis le niveau piézométrique au Grand Nati et le débit de l'Autise à Saint-Hilaire. Et là, j'ai un point par jour, puisque au débit, j'ai une valeur par jour. Les couleurs, c'est le mois dans l'année. Ici encore, on a une très forte corrélation entre ces deux jeux de données. On a une première période ici jusqu'à à peu près, on va dire 3,50 m, 4 mètres, où on n'a aucun débit ou un très très faible débit à Saint-Hilaire. Au-dessus d'à peu près 4 mètres, on commence à avoir une vraie augmentation du débit. Et puis au-dessus de 5,50 m, là on a un changement de régime total. On a le débit de la rivière qui se met à augmenter beaucoup plus vite avec le niveau de la nappe qui monte. Donc là, on pourrait dire qu'on est passé en régime hivernal
de la relation nappe-rivière. Là, la nappe est à peu près bien rechargée et la plupart de l'eau part en écoulement, en ruissellement. Je refais la même, hein, je remets le seuil de remplissage. On est dans la partie où la rivière elle commence tout juste à se remettre à couler. Alors, qu'est-ce qui se passe les hivers secs? Si ça arrive quand même que la nappe ne dépasse pas vraiment le seuil. Vous vous rappelez peut-être de l'hiver, là c'est 2021-2022, et on a eu le même problème 2022-2023. On a fini l'hiver avec des nappes à un niveau très bas. Or, les seuils de remplissage ont permis le remplissage des bassines. Donc on est sorti de l'hiver en 2023, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des inquiétudes dans les distributeurs d'eau potable qui se demandaient comment ils allaient pouvoir continuer à alimenter les robinets en été. Et heureusement, il a plu en mars et en avril, et c'est comme ça qu'on a échappé à une sécheresse historique. Mais au moment où les distributeurs d'eau potable se posent la question de comment ils vont continuer à nous alimenter, les bassines, elles sont remplies. Donc au niveau de la loi, on a quand même normalement une priorisation des usages, avec l'eau potable, l'eau pour les milieux aquatiques et ensuite l'eau économique. Et là, cette priorisation a été complètement inversée. Et alors, on a l'hiver 2016-2017, qui a été aussi un hiver très très sec. Et la différence par rapport à ici, c'est que la recharge est arrivée plus tard. Mais en gros, ici, cette année-là, il n'y a pas eu assez de recharge de la nappe pour remplir entièrement les bassines. Bien, ce qui s'est passé, ce qu'on trouve écrit dans le bilan d'Antea, Antea est un bureau d'études rattaché, enfin plus ou moins rattaché au BRGM, on ne peut pas le traiter de bureau d'études militant, c'est qu'il y a eu des demandes très pressantes auprès de l'EPMP pour obtenir des dérogations pour prolonger le remplissage des bassines jusqu'au 15 avril. Donc là, on n'est plus dans des volumes d'hiver, normalement. Donc il y a eu cette dérogation. Quand on regarde les données de remplissage, c'est plutôt allé jusqu'au 17-18, d'ailleurs. Donc, ça pose la question de ces seuils de remplissage qui sont déjà très, très bas. Et bien en fait, même quand ils permettent de protéger un peu la ressource en eau, on y déroge et on va au-delà. Alors, quels devraient être les critères pour un seuil de remplissage acceptable? Moi, je pense que là, c'est des hypothèses que moi je pose personnellement. Je pense qu'il faudrait garantir la recharge maximale de la nappe, avant toute chose. Donc, je pense par exemple que des seuils progressifs comme ça, il faut éviter complètement. Il faut mettre un seuil auquel la nappe est remplie, à peu près remplie. Et puis, il faut garantir un écoulement satisfaisant dans les rivières, un écoulement satisfaisant pour l'hiver. Parce que quand, sur les stations ondes, vous avez écoulement satisfaisant, c'est pour l'été. Et il ne faut pas le même débit en rivière, notamment en hiver, notamment pour des histoires de reproduction d'espèces de milieux aquatiques. Si je prends ces deux critères-là, alors je me situe au niveau de mon point d'inflexion ici, dans ma relation entre mon débit et mon piézomètre. Et j'arrive à 5,50 m. D'accord, j'ai un peu remonté le seuil. Et là, vous voyez que si on utilisait un tel seuil, pardon, j'ai oublié de préciser, mais la longueur du trait correspond à la durée de la période de remplissage. Eh bien, en fait, on aurait beaucoup moins de jours pour remplir ces bassines. Et j'ai fait une petite simulation que je vous épargne ici, mais en gros, on pourrait les remplir à peu près 1 année sur 2 ou 3 années sur 5. Ce qui est quand même moins que ce qui est vendu on pourrait remplir les bassines 4 années sur 5, puisque ça, c'est ce qu'on nous dit. Les années sèches, on ne remplira pas les bassines. On voit bien que dans les ottises, depuis 2006, il n'y a qu'une année où les bassines n'ont pas été remplies complètement. Donc on est loin d'1 année sur 5 pas remplie. Un petit mot sur les perspectives du réchauffement climatique, parce que souvent, alors vous avez peut-être entendu parler de maladaptation, que les bassines seraient une maladaptation au réchauffement climatique. Donc déjà, on va partir sur quelques bases de réchauffement climatique. Je vais être très très courte. On voit régulièrement ce graphique. En noir ici, c'est la mesure de la température moyenne sur la planète. Et les courbes en couleur, ce sont des projections par les modèles climatiques du GIEC. C'est des scénarios économiques qui correspondent à une quantité de gaz à effet de serre ensuite. Quand on voit ce genre de graphique, on a des valeurs extrêmes. On a des valeurs extrêmement basses et des valeurs extrêmement hautes. On a une différence quand même, soit on arrive à 1,5 degré, soit on arrive à presque 5 degrés selon les simulations. On a tendance à penser qu'on doit se situer au milieu. En général, quand je fais des cas extrêmes, c'est que je suis à peu près au milieu. Et bien en fait, le scénario le plus bas là,
est aujourd'hui inatteignable. Il faudrait que l'humanité disparaisse et que toutes les forêts se mettent à pousser énormément d'un seul coup pour qu'on puisse l'atteindre. C'est le scénario à 1,5 degré, on est en train de l'abandonner complètement. Même pour celui au-dessus, là, il faudrait qu'on mette tous nos moyens dès maintenant et qu'on change tout radicalement pour réussir à l'atteindre. En fait, nous, si on continue comme on fait actuellement, on est sur la courbe du dessus, là. C'est pas un cas extrême. C'est pas ah bah si on se met à vraiment sortir tout le pétrole qu'on peut, quoi. Non, non, ça c'est juste on continue à faire comme on fait maintenant. Et on voit qu'on risque de finir donc vers 5 degrés. En 2100, on parle là de hausse de température moyenne à l'échelle du globe, donc avec des zones qui se réchauffent plus que d'autres. Et puis ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'on a des incertitudes. Avec toutes les projections faites par des modèles, on a des incertitudes. Et donc, le scénario à 4 degrés ici, hein, c'est la plage de couleur, c'est son amplitude. Quand on dit 4 degrés, en fait, on pourrait finir à 5 avec le scénario à 4 degrés. Donc, avec l'augmentation de ces températures, ce qui va se passer, c'est sûr, c'est que l'air, il peut contenir 7% d'humidité en plus, à peu près, par degré supplémentaire. Donc, il peut contenir plus d'eau, et pour qu'il pleuve, il faut qu'il arrive à 100% d'humidité, qu'il soit saturé en eau. Donc, pour qu'il arrive à 100% d'humidité, s'il peut contenir plus d'eau, ça veut dire que quand il pleut, il va pleuvoir beaucoup plus. Et ça, tous les modèles nous le prédisent, on va avoir une intensification des pluies. Un côté plus aléatoire aussi, mais quand il pleuvra dru. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de climatologues en ce moment, avec toutes les inondations en Europe, qui nous disent, il y a quelques années, on nous disait ces phénomènes-là, on ne sait pas trop, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique ou pas. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que des inondations telles que l'Europe les connaît en ce moment sont liées au réchauffement climatique. L'autre chose qui va se passer, hein, avec le fait que l'air peut supporter 7% d'humidité en plus, c'est que pour avoir le même pourcentage d'humidité, il va réclamer plus d'eau. Donc, on va avoir une augmentation de l'évaporation et on va aussi avoir, en réponse à l'augmentation des températures, une augmentation de la transpiration des végétaux. Ce qu'on appelle une augmentation de la demande en vapeur d'eau de l'atmosphère. Donc, des sécheresses plus importantes. C'est déjà en train d'arriver, hein, je vous le rappelle. Donc, l'évaporation dans les bassines, c'est un sujet de recherche, c'est un sujet d'étude, et pour l'instant, personne n'a vraiment de réponse robuste. En tout cas, moi, je n'ai pas vu passer d'études avec des résultats robustes sur l'évaporation dans les bassines. Il peut y avoir plusieurs manières de la calculer, de la mesurer, et on a vraiment beaucoup de mal à l'estimer. Après, ce qu'on peut dire, c'est que, quoi qu'il arrive, il y a de l'évaporation dans les bassines. Rien que le fait qu'on ait ces traces de calcaire sur le bord des bassines nous montre bien qu'on a de l'évaporation à l'intérieur. Les différentes estimations que je trouve qui tiennent la route, en tout cas, se trouvent entre 2 et 11%. Et c'est résumé dans une étude qui est sortie par l'Académie d'agriculture de France, et ça dépend de la manière de l'estimer. Quand on entend une valeur comme 2%, c'est basé en général sur les débits entrant dans la bassine et les débits sortant dans la bassine. Et donc l'évaporation est compensée par la pluie qui est tombée à l'intérieur de la bassine. Et cette pluie-là n'est pas prise en compte dans une valeur à 2%. Moi, je préfère l'estimation à 11% parce que normalement, cette eau qui serait tombée dans la bassine, elle aurait dû aller soit alimenter la nappe, soit servir à faire pousser des cultures ou une autre végétation. Mais en l'occurrence, c'était des parcelles agricoles avant. Donc si on se dit que cette eau de pluie n'a pas à compenser l'évaporation dans la bassine, mais aurait dû aller ailleurs, alors c'est là qu'on arrive au pourcentage de 11%. Et je vous rappelle qu'on va avoir une augmentation des phénomènes d'évaporation. On a des endroits, donc moi je suis de Poitiers, dans la Vienne, on a un programme de rebouchage des plans d'eau artificiels parce qu'on a estimé que c'était 9% de la consommation totale sur le bassin, que la plupart de ces plans d'eau ne servent plus, et donc il y a un programme pour les transformer en zones humides qui permettront d'infiltrer l'eau, de la stocker et limiteront l'évaporation. Alors, une autre chose sur laquelle les modèles climatiques sont d'accord entre eux, c'est sur une intensification des sécheresses et une augmentation de leur fréquence. Et là, je vous ai mis une étude où actuellement, on peut avoir des sécheresses d'1 an, 2 ans, jusqu'à 3 ans. Bon, ça peut arriver, c'est rare.
mais ça peut arriver. Et puis, plus on augmente la température, plus on va pouvoir augmenter la durée de nos sécheresses pluriannuelles. Et dans un monde à plus 3 degrés, en France, on peut avoir jusqu'à, en tout cas dans notre partie de la France, on peut avoir jusqu'à 8 ans de sécheresse consécutive. Les bassines, c'est un modèle qui marche sur une année. Vous n'allez pas conserver votre eau sur 2, 3, 4, 8 ans. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui est là pour faire face à ce défi du réchauffement climatique qui est là actuellement et qu'on commence à subir. Et puis enfin, un impact, alors ça c'est, je pense, mon côté géologue avant d'être hydrologue qui me rend sensible à ça, mais une bassine, c'est une artificialisation des sols. Plus que ça, c'est une éradication de terres agricoles. Quand on commence un chantier, la première chose qu'ils font, c'est d'enlever toute la terre agricole. Alors on va me dire, d'accord, ils la gardent sur les côtés pour faire les digues. Oui, alors on voit des traces d'érosion, je peux vous dire, sur les digues de bassines assez énormes. Donc ici, en fait, sur l'ensemble des bassines des secteurs Vendée et Autise, c'est 164 hectares de terres agricoles qui ont été détruits. Le projet dans les Deux-Sèvres, c'est 200 hectares. Je ne trouve pas ça anodin. L'érosion des sols, c'est quelque chose qui est très problématique, dont on ne parle pas assez. On disait avant, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Moi, j'ai envie de dire, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des sols. Et en ce moment, on est en train de les perdre. Et notamment, justement, avec ces alternances de sécheresse et de pluie intense. Vous le voyez, les premières pluies, l'eau est très turbide. Et c'est quelque chose vraiment qui est... Comment dire, auquel il faudrait faire très très attention de préserver nos sols. Et alors, je ne parle pas de l'état en soi même du sol, hein. Je parle de la quantité de sol, moi. Du coup, pour conclure, pour moi, le plus gros impact des bassines, au final, c'est celui qui nous empêche de changer de paradigme, c'est-à-dire de changer de manière de gérer l'eau. On a vu qu'on n'a pas de résultats dans les cours d'eau concluants, on a des résultats, de guillemets, pas si concluants sur les nappes, puisqu'on a un impact sur la recharge de la nappe, et puis qu'en fait, c'est beaucoup le seuil de coupure qui permet la remontée des niveaux minimums. Mais surtout, donc, on continue de consommer énormément d'eau, alors qu'on sait, on pourra y revenir après, hein, mais on sait depuis le milieu des années 90 qu'on consomme plus d'eau que les milieux ne peuvent en produire dans ce bassin versant. Changer de paradigme, mais surtout dans la perspective du réchauffement climatique, ce serait essayer d'arrêter de penser quel volume maximum on peut consommer tous les ans, mais pour chaque prélèvement, faire une balance entre le bénéfice du prélèvement et son impact. Et ça, vraiment, il faut... c'est pas moi qui le dis, hein, là je rapporte des propos d'autres hydrologues hein, qui ont théorisé ça et qui disent qu'il faut passer dans un mode de gestion sobre de la consommation en eau. Et pas seulement au niveau du brossage de dents. Donc les bassines, elles maintiennent cette consommation trop élevée. Et puis, elles monopolisent de l'argent et de l'énergie sur un système qui, en fait, accélère les processus qui nous causent problème, qui ne permettent absolument pas d'amener des solutions pour les 10, 20, 30 ans à venir. Et avec tout cet argent et cette énergie, on aurait pu, au lieu de ça, restaurer les bassins versants, c'est-à-dire renaturer les cours d'eau, les reméandrer, refaire leurs lits, replanter des haies. Ça marche très très bien quand même. Quand on a un paysage sans haies, en fait, l'eau ruisselle beaucoup plus vite, érode le sol en ruisselant et est évacuée très vite à la mer. Et là où par contre je suis d'accord, c'est que l'eau part beaucoup, beaucoup trop vite à la mer. On a accéléré les écoulements dans les bassins versants, notamment à cause du remembrement. Et elles permettent avec leurs racines d'aider l'infiltration. C'est un cercle vertueux, hein. Ça abrite de la biodiversité, ça fait de la fraîcheur en été, ça fait de la chaleur en hiver, enfin ça fait de la douceur en hiver, ça protège de l'érosion éolienne, etc. Et puis aussi, en utilisant cet argent et cette énergie, on pourrait accompagner un changement de modèle agricole, puisque bien évidemment, il ne s'agit pas de faire porter l'ensemble de ce changement d'aménagement du territoire qui est absolument nécessaire sur les seuls agriculteurs. C'est quelque chose qu'il faut accompagner avec des politiques publiques. Je vous remercie de m'avoir écouté.